Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous touchés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche l'un de nos proches. Pourtant, cela reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors j'ai décidé de donner la parole à ceux qui l'ont vécu. Après tout, ne sont-ils pas les mieux placés pour en parler ? J'espère que leurs témoignages vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, que nous réussirons à déconstruire les idées reçues et surtout qu'ils permettront à d'autres malades de s'en sortir. Tout un programme, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à lui donner autant d'étoiles que vous le souhaitez sur Apple Podcast, à m'y laisser un commentaire, à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun nouvel épisode et à le partager autour de vous. Enfin, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube, @on s'en sort. Allez, je vous laisse découvrir le témoignage du jour. Bonne écoute! Vous ne vous attendiez pas à m'entendre avant 2021, n'est-ce pas ? Je pense que l'instru d'intro vous a mis la puce à l'oreille, non ? En ce 24 décembre, voici mon cadeau de Noël. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous ai proposé sur Instagram de me partager toutes les questions que vous vous posez pour mieux vivre ces fêtes de fin d'année. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé 3 gentils lutins pour y répondre. Oui, j'en fais des caisses, mais quitte à être dans le cliché, autant y aller franchement. Pour tout vous dire, nous avons enregistré cet épisode au coin du feu, éclairé par des guirlandes lumineuses de Noël. Donc oui, cliché, c'est bien le mot. J'ai donc testé pour vous un tout nouveau format d'épisode, à non pas 2, mais 4 voix. Je vous laisse donc découvrir les conseils d'Antoine, Marine et Florence, soignants dans un centre d'addictologie. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et de tester avec vous un nouveau format d'épisode. C'est la première fois que je fais un épisode de collégial. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter. Alors du coup, moi c'est Antoine, je suis infirmier. Donc du coup dans un centre d'addicto. Ok. Donc moi c'est Marine, je suis éducatrice en addicto aussi. Et moi c'est Florence, je suis infirmière, je suis aussi dans un centre d'addicto. Ok, super. Et vous travaillez tous les 3, vous vous connaissez bien. C'est ça. Super. Alors ma première question, c'est la même dans tous les épisodes. Ce serait de vous demander quelle définition vous donneriez à l'addiction. Alors pour moi, ça serait la perte de la liberté de s'abstenir de quelque chose. Donc pour l'alcool, c'est de boire. Pour la cocaïne, ça serait de prendre une trace de cocaïne ou des choses comme ça. Ok. C'est ça. Ouais, c'est pas mal comme définition. Je partage en disant que du coup c'est plus une consommation pour le plaisir, mais une consommation pour ne plus être mal en fait. Et Qui devient obligatoire. Hein. C'est ça, la nuance est importante. C'est-à-dire que souvent c'est un choix de consommer, c'est pas un choix d'être dépendant. C'est peut-être la nuance à apporter. Ouais, et je pense que c'est une phrase qu'on peut retenir parce que c'est... Quand on parle d'addiction, on parle beaucoup de volonté, sauf qu'il n'y a pas que la volonté qui joue et on va en parler, je pense, un peu plus tout à l'heure. Mais en effet, c'est bien d'avoir aussi ces mots-là dans la bouche de professionnels qui travaillent en centre d'addictologie parce que je pense que ça peut aider des gens qui traversent ces moments-là et les déculpabiliser, mais aussi les familles, l'entourage qui parfois, en voulant faire bien, peuvent, sans faire exprès, dire des choses, faire des choses qui n'aident pas. Alors, pourquoi vous avez... Parce que vous travaillez dans le milieu de la santé, mais c'est un milieu qui est quand même assez vaste. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité ? Du coup, moi, c'est tout simplement parce que j'ai fait un stage quand j'étais étudiant. Ouais. Ça m'a bien plu, et puis on m'a proposé un poste. Donc pour moi, c'était tout bénef. Ça m'avait vraiment plu quand j'étais étudiant. Et puis déjà, même avant d'avoir le diplôme, ça me titillait d'aller voir ce qui se passait là-bas. Ouais. Un peu plus en profondeur. Sachant que c'est dans un service que j'avais pas fait mon stage là-bas. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pour ça, parce que ça m'avait vraiment attiré quand j'étais étudiant. Ok. Moi de toute manière, je me voyais pas travailler dans autre chose que dans la relation à l'autre en fait. Donc c'est quelque chose d'important. Après, il y a toujours ce questionnement de qu'est-ce qui fait qu'on travaille là. Il y a toujours cette idée qu'on n'arrive jamais là par hasard. Et je pense que c'est propre à chacun, mais voilà, je pense qu'on apporte quelque chose et on en retire sûrement aussi d'autres. Ouais, merci.
Moi, tout simplement, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le soin purement technique, hein, aux urgences, et j'avais envie de me tourner plus vers la psychiatrie ou là, la dicto, pour aider, continuer à aider les gens, mais autrement. Et je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc voilà, je ne suis pas déçue d'avoir rejoint l'équipe récemment. Avant de démarrer les questions des auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le quotidien d'un infirmier ou un éduc dans le milieu de la dictologie? Alors la journée type, alors elle est un petit peu différente selon les infirmiers et les éducs, parce que nous on a le rôle de distribuer les médicaments, de faire les prises de sang si besoin, les électrocardiogrammes. Après on va animer des ateliers qui sont divers et variés selon nos compétences, nos envies, selon ce qu'on peut apporter à la structure. On a tous des ateliers un peu plus, dans lesquels on va être plus à l'aise. On fait aussi des groupes de parole. On fait des accompagnements. Alors ça, c'est plus pour les éducs, mais je laisserai Marine parler du coup après. Tout ce qui est accompagnement à l'extérieur également pour le retour à domicile et pour organiser les choses pour la suite. Ok. On fait du sport aussi. On accompagne au repas. C'est quelque chose que tu n'as pas encore vu avec le Covid, mais normalement on mange avec les patients aussi. Ouais. On est avec eux pour les aider à retrouver ce rythme entrée, plat, dessert, quelque chose de construit qui est pas fait à la va-vite, quoi. Ouais, ok. Quelque chose de plus sain, entre guillemets. D'accord. Moi, mon travail, on est plusieurs éducateurs sur la structure, et c'est vraiment en complémentarité des collègues, et c'est le travailler et après la structure, donc aussi bien en termes de famille, de réseau social, d'activité, de travail. Voilà. Je pense que nos missions, elles ont pour but d'aller vers l'extérieur, et du coup on peut travailler dans la structure que si on inclut l'extériorité, l'environnement. Donc notre travail, c'est un petit peu de faire ce lien-là, toujours de va-et-vient, de ce qu'on peut retirer dans les soins, qui est une parenthèse, et ce qu'on peut en retirer pour l'extérieur. Ça n'aurait pas de sens d'être que dans les soins, puis hop, de retourner chez soi sans travailler le lien. Donc c'est ça. Donc, concrètement, des fois, ça peut être, on a déjà fait des accompagnements dans des concerts, dans des manifestations comme ça aussi. C'est ramener aussi la notion de plaisir. Plaisir et comment on peut reprendre du plaisir sans produit et prendre plaisir à faire les choses, quoi. Ok. On peut réapprendre à faire des activités, parce que souvent il y a des gens qui travaillent, d'autres qui travaillent plus, et qui passent la plupart de leur journée à consommer. Donc là, il faut aussi réapprendre à avoir du monde, à faire des activités soit créatives, soit à redécouvrir le goût du sport. Donc on essaye de redonner une envie pour après, pour qu'ils puissent s'épanouir et puis être bien occupés, quoi. Alors, quels sont les enjeux des fêtes de fin d'année quand on souffre d'addiction? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui viennent s'ajouter à ce qu'on peut retrouver tout au long de l'année? Je pense que c'est un moment quand même où l'alcool est très présent. Ouais. Parce que qui dit fête de fin d'année dit retrouvailles avec la famille ou les amis. Et donc, bon repas, et en général, il y a de l'alcool. Et puis, il y a un autre enjeu, je trouve, c'est qu'il y a aussi des familles qui se réunissent, des fois pour Noël, mais avec parfois des histoires de famille compliquées, et où les choses peuvent aussi alimenter des angoisses, des souffrances. Ouais. Je trouve que ça peut faire rejaillir des sujets ou des conflits. Alors, c'est pas le cas dans toutes les familles, heureusement, mais ça arrive quand même. Si en plus, s'il y a un problème avec l'alcool et que l'alcool est présent, ça peut être quand même un moment qui peut être très stressant pour quelqu'un qui est un peu fragile. Ouais. Je rejoins Florence là-dessus, c'est-à-dire que ces deux enjeux qui me semblent majeurs, en effet, c'est que bien sûr, en fait, de fin d'année, il y a plus de chances peut-être d'être sollicité, parce que culturellement, quand on fait la fête, on consomme. C'est comme ça. Et notamment de l'alcool dans notre société
française, mais en tout cas c'est même bien vu. À la limite, celui qui va pas consommer, celui qui va pas trinquer, c'est celui qui sait pas faire la fête. En tout cas c'est comme ça un peu dans notre société, c'est-à-dire que à la fois il faut être celui qui boit mais qui sait boire, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus trop boire, parce que tout d'un coup on se retrouve de nouveau exclu. Donc il faut rentrer vraiment dans quelque chose qui est très mince, il y a une toute petite fenêtre et il faut être dedans, ce qui peut être assez difficile. Donc ça c'est la sollicitation, la pression aussi de la fête. Combien de personnes maintenant, moi je connais, qui n'aiment pas le jour de l'an, cette obligation à fêter, parce qu'il y a beaucoup de pression autour de ça. Donc c'est vrai que quand on a une dépendance, la pression à consommer, elle peut être là. C'est sûr, il y a des sollicitations et quelqu'un qui va être encore très fragile, peut-être que ça peut faire naître des stimuli. Après, il y a en effet cet enjeu plutôt familial, en tout cas, ou même social, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a cette obligation à se réunir, à faire la fête, à fêter en famille généralement quand il s'agit de Noël, avec les amis quand il s'agit du jour de l'an. Sauf qu'on sait aussi que la dépendance, ça vient déstabiliser tous les liens sociaux. Donc des fois, la famille, c'est très éloigné, c'est conflictuel. Les amis, des fois, il n'y en a même plus. Ça rajoute à ça cette complication avec qui je vais faire et comment ça va se passer. Donc, plus que l'envie de boire parce que je vais boire un verre, c'est aussi tout ça, c'est cet enjeu émotionnel qu'il y a derrière. Ce que ça va faire rejaillir, comme tu disais, des passés pour certains, des constats pour d'autres. Puis je trouve que c'est des moments, 90% de la société va passer un moment joyeux, et je trouve que ça peut encore plus appuyer et faire mal sur parfois des gens pour qui c'est pas un moment joyeux, parce que justement ça fait un contraste des fois avec la vie qu'on a et les problèmes qu'on peut avoir, et donc ça peut être, je trouve que ça peut encore plus démoraliser ou mettre en difficulté en tout cas. Ouais. Parce que souvent les gens pensent, justement, 90% de la société va passer un Noël joyeux. Au final, peut-être que pas tant que ça, mais les gens sont tellement persuadés que s'ils sont exclus, ils ont l'impression de faire partie de la marge, quoi. Oui, puis il y a une espèce de filtre Instagram qui est mis là-dessus, où on voit des gens qui partagent que des bons moments, même s'ils ont passé un Noël pourri, ils vont juste montrer une photo du sapin bien fourni, et c'est vrai que ça met de la pression. En plus, sinon on ne se sent pas dans cette situation-là, c'est clair. Et c'est aussi réussir à retrouver le plaisir à tout ça. Ouais. C'est surtout un autre enjeu, mais pas que pendant les fêtes, ça c'est retrouver plaisir dans les soirées avec les copains, réussir à faire un apéro sans l'alcool, c'est pareil pendant les fêtes, c'est cette pression aussi de devoir passer un moment joyeux comme on disait, mais de réussir à le vivre avec plaisir, et ça c'est pas facile de vivre ce moment-là en se disant mais est-ce que ça va se voir que je suis que au coca, ou comment je vais faire pour refuser ce verre-là, ou est-ce que ma famille va continuer à boire, est-ce que je dois leur demander de ne pas boire, toute cette pression-là, et c'est un gros enjeu parce que c'est souvent ce qu'ils nous posent aussi comme question, les patients, c'est est-ce que je vais leur dire, est-ce que je vais pas leur dire, et puis comment je vais profiter, parce que c'est vrai que la dépendance, c'est aussi un travail beaucoup sur la modification des habitudes, des comportements. On a toujours été comme ça sous le produit, et maintenant comment je vais être. Je me souviens d'un monsieur qui se définissait comme le bout d'un train de la famille, et sa grande peur c'était et maintenant quoi, je suis qui dans la famille si je suis plus le rigolo qu'il pensait être grâce à ses consommations. Donc c'est aussi retrouver sa place, quoi. C'est pas toujours évident, ça peut être tout ça les enjeux. Vous avez déjà un peu répondu à la question, mais on va pouvoir approfondir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui dit fête dit alcool. Est-ce qu'il y a plus de risques de rechute à cette période quand on est abstinent de l'alcool? Je dirais oui et non. De toute manière, plus il y a de stimuli, plus il y a de risques. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut se préparer en fait. Les fêtes de fin d'année, c'est simple, c'est chaque année. Oui. Donc, comme leur nom l'indique. Donc c'est pas trop compliqué. Donc je vois par exemple en soins, c'est quelque chose sur lequel on va insister, sur lequel on va parler, de travailler, d'anticiper, d'organiser. Donc c'est peut-être quelque chose d'assez préparé, et on peut s'y préparer à l'avance plutôt que quelque chose comme ça, un événement impromptu qui nous tombe sur le coin de la figure. Et à la fois le risque aussi, c'est peut-être de se dire c'est bon, ça n'arrive qu'une fois par an, je peux bien me permettre pour une fois. Il peut y avoir peut-être aussi cette pensée-là de se dire je peux bien me laisser aller un soir, et du coup ça peut entraîner une rechute, mais
on n'est pas forcément dans la même démarche que si on se retrouve en soirée, qu'on n'avait pas prévu, et qu'on se retrouve avec un verre à la main parce que quelqu'un ne fait pas attention. Voilà, mais ça peut aussi, on peut se dire, voilà, je me permets ça, je me fais plaisir. Et donc, de toute façon, plus il y a chaque situation peut engendrer une rechute. Je ne sais pas si c'est plus pendant les fêtes de fin d'année. Il y a peut-être le côté un peu obligatoire, parce qu'il y a peut-être des gens abstinents qui pendant des mois vont s'interdire de faire les soirées, et là ils peuvent pas tellement refuser de venir à Noël parce que il y a la famille, etc. Et donc c'est peut-être plus dans ce côté-là que ça peut être dangereux. C'est pas l'événement en tant que tel, c'est ce que j'en fais en fait. Et en effet, comme chaque événement, étant donné si on y met beaucoup d'enjeux, et ça peut faire naître, comme dit Florence, ces fameuses pensées permissives, c'est-à-dire ce qui vont me permettre. Alors pour certains ça va me permettre de les passer tranquillement, et puis comme ça, à la limite, quand j'émergerai, ce sera fini. Et pour d'autres, ça va être l'occasion de se dire, allez, juste une fois. Ou de se dire, comme ça, personne va m'embêter, personne va me dire, t'es à l'eau, t'es au Perrier, voilà, je me fonds dans la masse, voilà. Aussi. Puis il y a toutes les injonctions sociales, parce qu'il y a la personne qui peut se dire, c'est pas pour une fois, allez, je bois, et puis il peut aussi l'entendre par quelqu'un qui peut lui dire, tu peux trinquer, tremper tes lèvres, c'est rien, quoi. Juste une fois, c'est rien, voilà. Ou le cidre, c'est pas de l'alcool. Oui. Oui, c'est de l'alcool. C'est vrai que ça, je l'ai entendu aussi, le cidre, c'est pas de l'alcool. Tous les enfants l'ont entendu, tous les enfants l'ont cru. Et du coup, quels conseils vous donnez à vos patients pour bien vivre ces moments-là ? Donc vous disiez bien préparer ce qui va se passer. J'imagine c'est se préparer soi-même aussi à ces événements. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je dirais l'anticipation et la communication. Et aussi la connaissance de soi. Savoir ce qu'on va accepter, ses limites, savoir s'il y a des odeurs d'alcool, si ça va nous déranger, savoir si on va se mettre à côté de quelqu'un qu'on sait qu'il va beaucoup boire ou pas. Tout ça, ça peut aider finalement à passer une meilleure soirée et puis à mieux appréhender la non-reconsommation ou les envies ou tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je pense que c'est important, la communication, oui, selon avec qui on est à Noël, parce que c'est pareil, on peut être avec une famille très proche, mais on peut aussi être, par exemple, dans sa belle famille où on ne va pas connaître la moitié des personnes qui sont présentes. On ne va pas appréhender les choses de la même manière, mais essayer de se renseigner au maximum auprès de quelqu'un en qui on a confiance pour savoir est-ce qu'il va y avoir présence d'alcool ou non. Parce que forcément, on ne va pas se préparer de la même façon. Si on est dans sa famille avec un tout petit cercle familial, je pense qu'on peut se permettre de dire est-ce qu'on peut ne pas mettre d'alcool pour la soirée parce que moi je vais être moins en difficulté. Et par contre, si on se retrouve dans la belle famille, par exemple, on peut difficilement imposer à 15 personnes de ne pas consommer d'alcool, mais par contre, on peut se préparer en se disant ok, peut-être que je vais me mettre à côté de quelqu'un en qui j'ai confiance, qui va pas consommer, qui va m'aider à pas trop regarder les verres des voisins. D'avoir un peu un allié. Mais je pense qu'effectivement, du coup, la communication est importante pour pouvoir anticiper. Je pense que si on arrive et qu'on se retrouve un peu au pied du mur, là, c'est compliqué. Et pas de mauvaise surprise, quoi. Il faut aussi se préparer à être stigmatisé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va servir un verre d'alcool à tout le monde. Et puis, arriver à une telle personne, j'allais dire patient, mais est-ce qu'on peut dire patient là, du coup, la personne abstinente, de dire tiens, toi je t'ai pris un coca ou quelque chose comme ça, c'est servir le champagne à tout le monde, et puis à cette personne là le coca ça peut être stigmatisant parfois aussi. Ou même des fois ne pas être servi. Enfin moi je bois pas d'alcool et ça m'est arrivé très souvent de pas être servi. Et oui, qu'on te propose rien. Tu veux boire quelque chose, une bière ? Non ? Ok. Ça, c'est vrai que ça arrive souvent et je pense que c'est important de le dire sans en faire une affaire d'État. Tu veux quoi ? Une bière, du champagne, du coca, un jus d'orange, voilà. Que abstinent ou pas, en fait, je pense que ça vaut pour tout le monde qu'on ait un problème avec une consommation d'alcool ou pas, quoi. Et puis si on veut son jus d'orange dans un verre à pied, on a le droit aussi. Oui, bien sûr. Parce que pour le coup, on parlait de trucs stigmatisants, mais... Des fois, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a sa belle flûte de champagne. Et toi, sous prétexte que tu vas boire un jus d'orange ou un coca, tu te retrouves limite avec le verre Amora. Et
pas facile à vivre dans la soirée. Ensuite, tu te dis qu'est-ce que je fais, je m'assieds à la table des enfants, je fais quoi, je ne sais plus. Donc c'est aussi se préparer. Que bien sûr, c'est des réactions. La personne peut-être en face est déstabilisée, pas d'alcool, je prends le premier verre, c'était un verre Reine des Neiges. Mais et pouvoir dire aussi, désolée, mais moi je voudrais un verre de fête aussi. Même si Reine des Neiges, on considère que c'est la fête, mais non, je voudrais un verre à pied, quoi. Je suis un adulte. Je bois pas d'alcool, ça remet pas en cause le fait que je suis un adulte et que j'ai le droit de trinquer avec tout le monde. Je vais pas casser le verre. Voilà. Et puis on n'a pas forcément envie d'expliquer pourquoi on boit pas d'alcool. Quand c'est la famille proche, les gens savent, donc en général on n'a pas besoin de se justifier. Mais si on est avec des personnes qu'on connaît pas, on n'a pas forcément envie de dire pourquoi on boit pas d'alcool. Et souvent, les personnes qu'on suit nous demandent mais qu'est-ce que je dois dire. Et moi je leur dis toujours, mais il y a des gens qui boivent pas d'alcool et qui n'ont pas de problème avec l'alcool. On peut juste dire je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas ça. On n'est pas obligé de raconter qu'on est addict, qu'on a fait des cures, qu'on a un problème avec ça en fait. Oui, parce que si on refuse un jus d'orange, personne ne dit pourquoi. Pourquoi tu prends pas de jus d'orange Voilà, c'est ça. Ça peut très bien être un choix. Il y a plein de gens qui ne consomment jamais d'alcool parce qu'ils n'aiment pas ça et qui n'ont pas de problème avec ça. Oui, je pense que c'est ça aussi, et ça c'est un peu pour tout le monde, qu'on soit confronté ou pas à l'addiction, c'est que si vous êtes en face de quelqu'un qui boit pas, il boit pas et c'est tout, c'est pas un sujet quoi, on n'est pas obligé d'en faire tout un argumentaire derrière, je pense qu'en plus ça met tout le monde mal à l'aise quoi. Pour l'entourage, qu'est-ce que l'entourage peut faire pour aider un proche abstinent? Donc la communication, on en a parlé. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous pourriez conseiller? Traiter comme tout le monde déjà, ne pas essayer d'en faire quelqu'un d'à part. C'est comme on disait tout à l'heure, quand on sert à quelque chose, proposer et puis ne pas stigmatiser quoi finalement. Oui. Puis je pense qu'il faut essayer aussi au maximum de ne pas avoir le rôle de vigile, c'est-à-dire que je suis là et je surveille ce que tu as dans ton verre. Oui, on peut avoir un œil pour être aidant et si on voit que la personne est en difficulté, intervenir discrètement. Après, il ne faut pas non plus être là, qu'est-ce que tu as dans ton verre? C'est sûr, parce que je pense que ça peut culpabiliser encore plus la personne et l'infantiliser surtout. Et comme tu dis, des fois, le malaise, il est souvent des deux côtés. C'est-à-dire que les personnes elles se disent mince, comment je vais faire, qui va me servir. Et en même temps, souvent les proches, ceux qui savent, mais qui se disent est-ce que je suis censée pas savoir ou qu'est-ce que je fais parce que je le sais, parce que tante Claudine me l'a dit, mais du coup je fais quoi? C'est important aussi cette histoire de communication, alors notamment quand on a l'occasion de faire les fêtes avec les très proches. Dire écoute, moi en fait je suis mal à l'aise des fois avec ça, je sais pas, est-ce que ça va te mettre plutôt mal si il y a les bouteilles là, ou est-ce que ça va te mettre plutôt mal si au contraire t'as l'impression que tout le monde essaye de les ranger. Donc discuter avec les personnes, c'est la mieux placée pour dire, on rencontre des gens par exemple pour qui ça ne va pas du tout être gênant d'avoir à côté quelqu'un qui boit, et à l'inverse des gens qui vont être très dérangés. Donc c'est vraiment personne dépendante pour le coup. Et c'est important de pouvoir dire à la personne mais toi, comment je peux t'aider en fait? Comment je peux t'aider? Parce que sinon, des fois, il y a des essais d'aide qui sont vécus, qui sont tellement maladroits qu'elles peuvent être vécues justement comme quelque chose de l'ordre du flicage, et puis tout le monde est gêné dans l'affaire. Donc c'est vrai que la communication, c'est un beau mot, mais c'est ça, vraiment, c'est arriver à désamorcer les trucs, et après c'est propre à chacun. Il y en a qui vont arriver à faire avec de l'humour, il y en a qui vont, il y a la communication et l'écoute aussi, surtout, c'est ce que tu disais, c'est l'écoute des besoins. On a tous des besoins et il faut les formuler, et puis il faut qu'en face la famille elle l'écoute aussi. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui est le mieux placé pour dire de ce qu'elle a besoin pour passer une bonne soirée que la personne qui est concernée. Après voilà, faut pas fliquer comme on disait, mais peut-être aussi avoir des petits gestes pour montrer qu'on est là quoi, et pas forcément regarder H24 la personne quoi. C'est clair. Et ce qui peut, juste quelque chose de pratico-pratique, souvent on dit qu'est-ce que tu veux boire? J'ai de la bière, du rhum ou du jus d'orange. On peut peut-être essayer de faire l'inverse, de dire qu'est-ce que tu veux boire? J'ai du jus d'orange, du jus de tomate ou une bière, mais au groupe, on parle au groupe, et peut-être que le fait de présenter d'abord les boissons sans alcool, ça peut plus facilement permettre de dire ah bah oui, ça je vais prendre un jus d'orange, et de ne pas devoir répondre à la question est-ce que tu veux une bière? Avec des gens des gens qu'on connaît pas et qui connaissent pas la problématique quoi. Oui, c'est vrai.
Ouais, en fait, l'idée, c'est aussi de casser le tabou, parce qu'il y a le tabou général de notre société autour de ça, parce que, comme c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut boire parce que socialement, c'est important, mais il faut pas trop boire parce que socialement, c'est pas du tout accepté. Mais toujours est-il qu'il y a une problématique autour de la consommation d'alcool et d'autres substances, bien entendu, mais c'est important de briser ce tabou-là dans la famille aussi, et c'est en parlant, en disant écoute, en effet, je suis un peu mal à l'aise dans cette situation-là, et on en discute, quoi. Ça, c'est vrai que des fois, il y a une espèce de gêne ou parfois même de honte pour les gens avec qui j'en ai discuté. Ils osent pas aller demander à leurs proches de faire, entre guillemets, un effort, ce que eux considèrent comme un effort, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont déjà beaucoup demandé. Ouais. Donc comment on peut, dans ces moments-là, rassurer toutes ces personnes qui pourraient ressentir ça et dire qu'il n'y a aucun mal à avouer là où on n'est pas à l'aise et où on a besoin de soutien, quoi. Des fois, il y en a plein de gens qui me disent « Mais moi, j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes. » Et en effet, genre, on est déjà fait assez baver et on a l'impression qu'on va leur imposer quelque chose. Il faut pas oublier que des fois, les proches sont dans l'attente qu'on leur en parle. Et au final, ça arrange bien tout le monde. Donc, on en parle et de briser ça, parce que je crois que le malaise, il est de tous les côtés, hein. Donc, voilà, il faut avoir en tête que les proches sont dans l'attente qu'on leur parle aussi. D'un côté, ça va les rassurer, les proches, de savoir qu'ils peuvent aider, quoi. Pour une fois, pour le coup, ils se sentent plus impuissants si on les implique dedans, et que là, on leur dit tu peux m'aider en faisant ça, parce que souvent, la problématique de l'entourage qu'on rencontre, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que comme je sais pas trop, et même si je sais, j'ai l'impression d'être tenue à distance. Et c'est vrai que c'est une problématique difficile, c'est qu'à la fois on aurait envie d'aider son proche, et en même temps on nous a dit maintes et maintes fois que ça dépendait de lui. Donc si pour une fois c'est lui qui vient dire bah là, rien que si tu fais ça, si tu viens me voir dans la soirée et que tu me fais une blague dans la soirée, rien que ça va me faire du bien. Rien que ça, de se dire bah voilà, concrètement comment tu peux m'aider, ça fait du bien aussi à l'entourage. À l'entourage. Donc ils vont sûrement pas le prendre comme un poids. Oui. Encore une fois, une situation fait pas l'autre, et ça, c'est sûr aussi, en addicto, il n'y a pas de situation qui se ressemble. Oui, forcément. Après, il y a d'autres trucs qui se démocratisent aussi, c'est aussi les réunions pour les aidants. Ouais. C'est quelque chose qui peut apporter des réponses. Bon, là pour Noël, c'est un peu trop tard, mais c'est pour des fois apprendre à connaître la maladie, pour pouvoir parler aussi. Des fois, l'entourage se sent aussi un peu coupable, donc du coup, ça peut permettre aussi de faire le point sur ce qu'on ressent. Et après, il faut communiquer, on redit, mais il y a plein de non-dits des fois, et puis on peut projeter tellement de choses sur des non-dits, ça peut partir loin. Alors que des fois, c'est tout bête, une petite conversation, ça peut pas désamorcer toute une situation, mais commencer à faire une amorce, et puis resserrer les liens, parfois on croit perdu alors que pas du tout. Donc, Oui, et puis c'est vrai que parfois quand on verbalise quelque chose, on se rend compte que c'est pas si énorme que ça. Enfin, dans nos têtes, ça nous paraît complètement insurmontable, et quand on en discute, on se dit bon, en fait, ça va aller, quoi. Est-ce que du coup, vous diriez que pour les proches d'une personne qui est abstinente, voire très récemment abstinente, l'idéal, c'est de pas boire du tout, ou d'avoir l'alcool complètement absent de ses repas de famille? Moi je pense que effectivement c'est le mieux pour la personne abstinente, parce que forcément si on arrive, qu'on sait qu'il n'y a pas d'alcool, qu'on ne proposera pas d'alcool et que personne ne va en boire, je pense quand même que c'est plus facile, même si la personne peut culpabiliser parce qu'elle se dit bah à cause de moi tout le monde tourne au jus de fruits. Ouais. Mais je pense quand même que si on est abstinent et qu'on est confronté comme ça à des repas où il y a de l'alcool, c'est forcément plus compliqué. Ouais. Après, il faut réussir à en parler avec la famille et à ne pas se sentir coupable d'imposer ça aux autres. Ça, c'est encore autre chose. Après, d'un autre côté, faut aussi voir comment est la famille, si c'est possible ou pas. Et c'est surtout qu'à un moment donné, on ne peut pas se protéger H24 de l'alcool. C'est présent tout partout de toute façon. Si on va au restaurant, on nous propose l'apéro, et puis de toute façon à côté il y aura la bouteille de vin sur notre table, parce que
Il y en a d'autres qui consomment. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est écouter ses besoins. C'est est-ce que j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'alcool aujourd'hui parce que je suis plus faible qu'à un autre moment, parce que c'est les fêtes de fin d'année et que j'ai été seul et que du coup si je vois que ma famille elle consomme, peut-être que ça va me faire encore plus de mal. Ça dépend aussi du contexte et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Après, ça dépend vraiment des personnes, quoi. Enfin, y en a qui vont ne pas supporter du tout l'odeur de l'alcool et il y en a qui vont au contraire servir. Ça s'est déjà vu des patients qui faisaient le service et que ça leur faisait rien. Donc il faut vraiment apprendre à se connaître et puis à faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Ouais. Et en parler, du coup, c'est genre si la veille on se rend compte que du coup on n'est pas bien, faut le dire. Et puis après je pense que si la famille est plutôt aidante, elle fera ce qu'il faut et qu'il n'y a pas à se sentir coupable. Par contre, Oui, c'est ça. ça arrive qu'il y ait des familles dysfonctionnelles. Si la famille est d'accord avec la personne et l'entend, effectivement, je pense que du coup, il y a un bon équilibre. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument poser la question avant et se mettre d'accord, quoi. Ouais. Mais après, on ne vit pas dans un monde de bisounours non plus. Et on a beaucoup de patients qui ont des familles un peu dysfonctionnelles et où c'est pas possible d'imposer ce genre de choses, où la famille, elle se réunit par principe de se réunir et que du coup, elle s'en fiche totalement de boire ou pas boire. Ça peut être aussi quand on est dans la belle famille et là c'est compliqué de dire non, moi je suis le beau-fils, je suis alcoolique, faut pas boire, quoi. Enfin, ça peut présenter comme ça peut mettre à mal, quoi. Oui. C'est pour ça que l'anticipation elle est importante, mais c'est vrai que en soins, ce qu'on travaille avec les gens, c'est faut pas se leurrer, quoi. Des envies, il y en aura sûrement longtemps, et puis des fois il n'y en aura pas pendant longtemps, puis ça reviendra inopinément, et que le but des soins en addicto, c'est pas de plus avoir d'envie, parce que au final c'est pas vraiment possible, c'est comment je fais avec ces envies, c'est-à-dire que les envies au début elles sont très fortes, ce qu'on appelle le craving, vraiment quelque chose vraiment de très 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 fort, irrépressible. Petit à petit, les envies, elles diminuent et on s'aperçoit que dans la vie, on en a plein des envies auxquelles on ne succombe pas forcément. Parce que, en fait, c'est parce qu'on se dit qu'on peut y résister. Et quand on a une problématique de dépendance à un produit, c'est l'envie qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, si j'ai envie, c'est que je vais reconsommer. Parce que par le passé, ça a été comme ça. Donc en fait, l'envie, elle fait terriblement peur, limite aussi peur que la consommation qui est derrière. Parce qu'on projette énormément, parce qu'on se dit avant ça s'est passé comme ça, si ça se passe, ça va se repasser comme ça, on se fait des schémas comme ça. Et je pense qu'un des travails, ça va vraiment de se dire oui, des fois j'aurais envie. Il faut que j'arrive à me dire que ça ne veut pas dire que je vais reconsommer. C'est loin d'être simple, mais et pour les personnes qui sont suivies dans un XAPA ou dans n'importe quel type de structure ambulatoire ou qui ont des proches qui sont aidants, quand il y a des envies, il ne faut pas hésiter non plus à en parler et à évacuer quand ça prend un peu d'importance, quand ça envahit, parce que gérer une envie, ça peut le faire plus ou moins bien. Par contre, quand il y en a eu 5 dans la journée et tous les jours pendant une semaine ou 2 semaines, à un moment donné, c'est tenir, le mot tenir vraiment qui prend toute son importance et des fois on a envie de craquer et pendant les fêtes ça peut le faire aussi parce que du coup on peut pas forcément être dans la même ambiance que tout le monde ou alors comme on disait être seul ou plein d'autres raisons et qui font que ça va pas et qu'on a des envies d'alcool et des fois faut pas hésiter à se tourner vers les professionnels ou vers les personnes un peu ressources ou aidantes. Justement, là, on parlait des cas de craving. Tu disais là d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petites choses pratiques que vous pouvez conseiller aux gens dans ces moments-là pour réussir à passer ce cap-là ? Il y a des petites astuces, mais c'est propre aux personnes. Et souvent, il y a des trucs qui vont marcher pour une personne et l'autre personne, ça n'avait pas du tout marché. On peut conseiller, par exemple, aux personnes de toujours avoir leur verre plein de jus de fruits, d'eau, de n'importe quoi. Ça évite la tentation de tonton Roger qui va essayer de resservir parce que dès que lui il voit un verre vide, il essaye de te resservir. Donc par exemple, ça peut être aussi j'emmène ma boisson parce que à la limite, il y a des gens
boivent pas d'alcool, mais ils aiment ni le coca, ils aiment pas le jus d'orange non plus, et ils aiment le Schweppes. Ouais. On peut très bien emmener, très bien emmener sa boisson. De la même manière que certains emmènent une bouteille de vin, voilà, on peut très bien emmener sa boisson. Donc ça fait partie des astuces. Et puis se mettre avec quelqu'un dont on sait qu'il peut être ressource, c'est-à-dire si je vais plutôt me mettre à côté de la personne qui peut me dire ça va. En tout cas, je sais qu'elle peut être soutenante. C'est ce qui me vient là comme ça, Si spontanément. on boit du whisky coca, évitez de boire du coca parce que le goût peut-être qu'il peut réveiller l'envie du whisky avec, quoi. C'est des trucs tout bêtes comme ça. C'est ce qu'on entend beaucoup. Il y en a aussi qui parlent de boire un grand verre d'eau. Ça peut être aller faire un tour, ça peut être prendre une douche, ça peut être vraiment plein de trucs. C'est difficile quand t'es chez toi. Ouais, non, mais oui, Quand t'es chez les beaux-parents, excusez-moi, je vais prendre ma douche. Non, mais ça peut être On retient quand même. ceux qui ont exercé la relaxation en soins, ça peut être aller aux toilettes 5 minutes et puis faire un exercice de respiration pour réussir à se détendre. C'est propre à chacun. Faut se connaître, faut savoir ce qui nous fait du bien, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous changer l'esprit. Et des stratégies, il y en a plein. Et je sais que nous, en soins, on invite beaucoup les personnes à pouvoir expérimenter ce qui marche pour elles. Et puis, ce qui va marcher dans telle situation, elle va peut-être pas marcher dans une autre. On avait par exemple quelqu'un... il avait toujours un embout d'éthylotest sur lui et le fait rien que de le palper, c'était une manière de se rappeler de ce qu'il avait vécu, genre de gris-gris quoi. C'est un monsieur qui s'était fait un bracelet chez nous et il se disait pareil, ça me permet de tenir. Il y a des gens qui mettent la photo un dessin dans leur portefeuille, des fois un dessin d'enfant, une photo de leur enfant sur un... Des fois c'est un tatouage sur la main aussi. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui va me faire du bien à moi, qui va me rappeler, qui va... Voilà. Il y avait cette histoire de tatouage sur la main directrice. C'était un patient qui avait en fait un vieux tatouage de prison. Et en fait, à chaque fois qu'il prenait un verre ou qu'il avait besoin d'utiliser sa main pour payer ou quoi que ce soit, il voyait ce tatouage-là, ça lui rappelait tout ce qu'il avait perdu et ça l'empêchait de reconsommer derrière. Nos astuces, c'est prendre une douche et se faire tatouer. Non, le tatouage, il l'avait avant. Non, mais voilà, ça c'est... Avant Noël, hein. Vous avez jusqu'au 24. Sachant que c'est diffusé le 24, le tatouage va la faire. Une petite aiguille, un peu d'encre et ça passe. Ils sont infirmiers, ils savent ce qu'ils disent. Et alors, on le souhaite à personne, mais si la sobriété est rompue, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ne pas se dire que tout est fini, tout est perdu déjà. Parce que pour certaines personnes, ça fait partie du mécanisme de l'abstinence à un moment donné de rechuter, entre guillemets, pour mieux repartir derrière, quoi. Il y avait ce moment de faiblesse là, on n'arrivait pas à passer le cap, il y a eu cette rechute et puis derrière faut rebondir tout de suite, donc aller voir les professionnels ou bien alors faire ce qu'il faut tout de suite pour ne pas que ça prenne plus d'ampleur. Mais ne pas voir la reconsommation comme une finalité en soi. C'est ça, c'est qu'il y a reconsommation et rechute. Ouais. La reconsommation, c'est en effet, j'ai rompu ce contrat, j'ai reconsommé. Bien sûr, ça entraîne beaucoup de choses, notamment des pensées très désagréables en termes d'émotions, de sentiments de honte, de culpabilité, et les fameuses pensées, notamment, dont on parlait tout à l'heure, un peu permissives, du genre, c'est foutu, foutu pour foutu, autant continuer. De toute manière, si je bois un verre, j'en bois deux. Donc ce sont des pensées qui vont m'autoriser à continuer. Et forcément, c'est un genre de cercle vicieux qui fait que plus je vais continuer, plus je vais me sentir nulle et honteux, et plus je vais avoir l'impression d'avoir tout foiré, tout ce que j'avais mis en place jusque-là. Et c'est ce cumul de tout ça qui fait que souvent on rompt avec les proches, on rompt avec les soins, et on se retrouve dans sa spirale qui peut, c'est que du conditionnel, qui peut entraîner la rechute. Donc c'est difficile, une fois qu'il y a cet effet de violation de l'abstinence, de se dire, de se reprendre. C'est possible. Si on a notamment au préalable réussi à travailler sur endiguer ces petites pensées quand elles arrivent, repérer ces sentiments quand ils arrivent, c'est possible, notamment si je suis entourée de personnes ressources, d'aller voir quelqu'un et dire là, ça va pas. Ça reste une reconsommation, et il y a une collègue tout à l'heure qui me disait de toute manière, on se casse pas la figure de l'escalier, quoi. On descend une marche et ça veut pas dire que tout est à refaire. Il faut juste remonter la marche et remonter la deuxième ensuite.
Mais il ne faut pas rester seul avec ça parce que c'est sûr, hein, les sentiments de honte, culpabilité vont arriver très rapidement. Et le risque, en effet, c'est de rompre avec les soins. Donc, on ne fait pas ça. On se dit, bon, allez, on essaye d'endiguer ça en reprenant contact avec quelqu'un. On essaye d'aller aux soins. On avance ses rendez-vous de soins si on en a et qui sont un peu plus lointains. Mais la reconsommation, ce n'est pas la rechute. Et puis aussi essayer après de se questionner sur pourquoi j'ai reconsommé, pourquoi ce soir-là j'ai craqué. Des fois il y a une raison évidente et parfois non. Parfois c'est une envie, un craving plus important qu'une autre fois et on a cédé. Il n'y a pas forcément d'explication et il faut aussi savoir l'accepter. Je pense qu'il faut savoir rester tolérant avec soi-même et ne pas se rajouter encore plus de culpabilité, etc. Effectivement, tous les soins qui ont été faits avant, ils n'ont pas été faits pour rien. Ouais. Comme disait Antoine, de toute manière, la rechute, même si c'est fort désagréable, ça fait partie du processus du changement en addicto. Et alors même si elle est toujours vécue comme un échec par les personnes, elle m'apprend aussi des choses sur moi. C'est-à-dire, elle me dit, mais au final, qu'est-ce que ça venait t'apporter ce produit à ce moment-là ? Ça venait répondre à quel besoin ? Et nous, on le voit en soi, on travaille beaucoup sur ces rechutes, non pas pour pointer du doigt, mais pour dire, mais vous aviez besoin de quoi à ce moment-là ? Parce que le but, c'est bien de travailler sur mes besoins. Je ne consomme pas juste comme ça, je consomme parce que le produit, il vient apporter quelque chose. C'est une réponse à un moment donné. Alors, sur le long terme, ce n'est pas une réponse qui tient la route parce que les conséquences sont plus néfastes que ce qu'elle m'apporte, mais c'est une réponse à un moment donné. Si j'ai utilisé cette réponse, c'est peut-être qu'au moment, je n'avais pas les autres outils, les autres stratégies et je n'arrivais pas à les mobiliser. Donc, c'est important de venir retravailler sur ces reconsommations après. Et il ne faut pas oublier non plus que si la consommation est très très importante, ce qui peut arriver, s'il y a un syndrome de sevrage derrière, il faut vraiment aller voir le médecin traitant parce que ça peut être très très dangereux. Des fois on minimise un peu les consommations parce que on s'est dit c'est qu'une bouteille et puis avant j'ai déjà bu bien plus que ça en une journée, sauf que du coup le corps il a plus l'habitude et ça peut prendre de l'importance. Et se dire aussi que si on a rompu la sobriété, qu'on a bu un verre et que le verre a rien fait et voilà, on s'est arrêté juste à un verre et puis se dire ça va, je l'ai bien vécu finalement. Ne pas tomber dans cet engrenage là de se dire qu'on est fort parce que finalement après on va recommencer et puis on va recommencer ça. Des fois on en prend deux, puis on se l'autorise parce que là ça va bien, mais le lendemain c'est 2 et puis le lendemain c'est 3, puis après c'est 1 mais parce que ça va pas bien. Donc on peut retomber comme ça dans des engrenages assez rapidement, mais la reconsommation en effet c'est pas un échec de tout ce qui a été mis en place là. C'est difficile, comme tout en addicto, c'est cette histoire de juste milieu, c'est-à-dire que c'est pas un non-événement, c'est quelque chose quand même à marquer, mais attention, ne pas se flageller non plus, quoi. Il faut pas que ça prenne trop de place. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'abstinence, c'est pas l'objectif de vie. L'objectif de vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui, et pour être heureux, épanoui, je sais que je dois être abstinent parce que ça se passe mal quand je consomme. Donc il ne faut pas se dire j'ai tout échoué parce que j'ai pas atteint mon but. Le but en soi, c'est pas l'abstinence, c'est pas le but de la vie. Ça fait partie des choses que je dois mettre en place. Donc ça peut arriver de rechuter. C'est pas pour ça que j'ai foiré mon but dans ma vie, quoi. Ouais, c'est clair. On a un peu effleuré le sujet tout à l'heure, mais j'aimerais bien revenir dessus. C'est comment on peut répondre aux remarques qu'on peut prendre dans ces moments-là, comme dis donc t'es opéré, t'es pas très fun, ce genre de choses. Alors déjà, ce qu'on a dit, c'est éviter de le dire aux gens, forcément. Mais quand on reçoit ce genre de remarques, qu'est-ce qu'on peut dire pour un peu se sortir de cette situation qui peut être mal vécue, en fait? Alors, si moi ça m'arrivait, je serais plutôt du style à ne pas forcément répondre à l'attaque. C'est-à-dire, je sais que je peux m'énerver sur ce genre de remarques. Je serais plutôt du style à répondre par une méthode détournée. Ouais. Après, on peut aussi affronter la question et dire mais pourquoi tu considères qu'il faut boire pour être drôle, voilà. Après, on peut rentrer dans un débat qui peut être compliqué à mener. Non, mais des fois, c'est intéressant de renvoyer la balle à la personne et de dire non, c'est toi qui n'es pas fun à devoir consommer pour il y a l'effet miroir.
Ça peut être après laisser couler quoi. La personne elle dit ça, moi je suis clair avec moi-même et puis je laisse couler, mais après ça dépend du tempérament de la personne. Je pense qu'on va avoir tous des réponses différentes. C'est faut se connaître et puis l'anticiper aussi, parce que ça de toute façon on va l'avoir. On l'a tous vécu ça en soirée, de dire non moi je vais rentrer tôt, je bois pas ou machin, et je donne déjà une excuse déjà de pourquoi je bois pas, mais c'est un réflexe presque. On l'a tous connu ce truc de si allez bois ça va te faire du bien, ou tu vas t'amuser après, bref. Puis il y a aussi ce qu'on peut renvoyer à la personne qui consomme et qui nous dit t'es pas drôle parce que tu bois pas. Si on lui dit je peux passer une soirée sans boire et m'amuser, il y a aussi ce qu'on renvoie, parce que la personne qui est en face, elle a peut-être aussi une tendance à surconsommer, et peut-être qu'elle s'en rend pas compte, peut-être qu'elle est dans le déni, et voilà, ça peut aussi renvoyer des choses. On a pas mal de patients aussi qui disent non j'en ai trop abusé, ou un truc comme ça arrive souvent de dire ça, parce que du coup ça évoque un peu le sujet, puis ça clôt le truc. Généralement la personne elle est assez mal à l'aise, et puis elle repart du genre la boulette quoi. C'est vrai que moi spontanément je dirais l'humour, parce que peut-être je suis comme ça et je rejoins Antoine, je pense que chacun va répondre avec ce qu'il est capable de donner. Donc c'est pour ça que ce serait ma réponse, peut-être plus de l'ordre de l'humour, et bien sûr que tout le monde n'est pas capable de ça à un moment où ça vient titiller, voilà. Donc on peut aussi renvoyer la personne. Moi j'incite les gens aussi à dire leurs émotions. On oublie de dire, et ça peut être assez déstabilisant, c'est-à-dire on me dit ça et tout d'un coup je vais dire ça me vexe en fait ce que tu dis, ou tu sais c'est pas agréable, ça peut me blesser. Et généralement, c'est déstabilisant et la personne va arrêter. C'est rare que quand quelqu'un dit « tu me blesses », il continue comme ça. Oui, c'est clair. Donc ça peut être ça. Et puis, ça peut être de maintenir sa position sans rentrer, en effet, ni dans les explications. Oui, peut-être c'est pas fun, ok. Et puis, c'est détourné. Et je pense que la personne, elle reste aussi un peu bête avec son truc dans la main. C'est vrai que je pense que nous, pour en parler régulièrement avec certaines personnes, on a tous, en effet, ils ont tous vécu ces anecdotes-là, de machin. Chacun il va de son bon mot, oui, moi on m'avait dit ça, Donc, c'est des choses qu'on réévoque et dont on parle. C'est-à-dire, est-ce que vous auriez quelque chose que vous pourriez dire ? Et alors, certains vont me dire clairement, tu sais, moi, je suis malade. D'autres vont en effet dire, j'en ai trop abusé, encore un peu sur le ton de l'humour. Et d'autres il y a un patient qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petit, donc j'en ai plus besoin, comme Obélix. C'est pas mal, je trouve. On répond avec ce qu'on peut, avec ce qu'on fait au moment, et puis voilà, c'est pas toujours évident. Mais... Après, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent, c'est je conduis après, je peux pas boire, ou alors j'ai un traitement, je peux pas boire, des trucs comme ça, quoi. Mais après, c'est un peu... toujours un peu compliqué, parce que du coup des fois ça fait dire un mensonge alors qu'on n'a pas forcément envie de le dire, de mensonge, mais on n'a pas forcément aussi envie de dire la vérité. Toujours très compliqué, et peut-être préparer à l'avance une petite phrase bateau, peut-être que ça peut, c'est clair. ça peut aider. D'avoir sa petite technique, sa carte, magique, son couteau suisse, c'est ça. Son couteau suisse de blague. Peut-être que je le dis, je l'ai pas dit, c'est une expression que j'utilise souvent, l'idée du couteau suisse, notamment pour les stratégies, avec l'idée qu'on puisse sortir comme ça. Couteau suisse bien sûr fictif, ne sortez pas ça en fête de famille, ça peut être très mal interprété, surtout si vous avez pris une douche et que vous êtes tatoué. Donc, mais voilà, c'est-à-dire quelque chose que je sors rapidement avec des astuces en fait, et des stratégies qui me font du bien. Et dedans, peut y avoir en effet des petites punchlines comme ça, des trucs. Mais bon, n'en préparez pas trop, parce que si jamais personne ne vous fait de remarques, vous allez rester sur votre fin avec des remarques et vous allez finir par les dire au final à Tata, Odile ou je ne sais quoi. Juste comme ça. Et ça n'aura aucun sens. Moi, ce qu'on m'avait conseillé, alors ça n'a du coup rien à voir avec l'addiction, mais je suis jeune maman et je prends plein de remarques. Parce que quand on vient d'avoir un enfant, c'est laisse-le pleurer, le laisse pas pleurer, enfin bref. Et le conseil qu'on m'avait donné, c'est quand on me fait une remarque que je trouve complètement absurde, c'est de dire « Ah ouais, pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Et au fur et à mesure, la personne se dit « Ah ouais, c'est con ce que je dis en fait. » Donc je sais pas si là ça peut servir, mais quand quelqu'un te dit
tu bois pas, t'es pas fun. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Et en fait, je pense que ça peut aussi ouvrir un peu le... Oui, parce que c'est des choses, en plus c'est des phrases un peu bateau qu'on balance comme ça, ah bah t'es pas fun, et si on te demande pourquoi, j'en sais rien, mais parce que, ah oui mais t'étais plus fun avant, ah bon pourquoi? Effectivement, ouais, ça peut couper le... C'est pas mal. Ouais. Alors, ça c'est une autre question que j'ai reçue. Une consommation, voire une forte consommation pendant les fêtes suivie d'un dry January, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, c'est ultra dangereux. Ouais, moi je pense qu'on peut éventuellement faire ça quand on n'a pas de problème d'addiction à l'alcool. C'est-à-dire qu'on peut décider de consommer à fond pendant les fêtes de Noël et puis après de ne pas consommer en janvier. Mais je pense que quand il y a une problématique addictive, c'est complètement autre chose et c'est très dangereux parce qu'on peut se retrouver, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en sevrage en fait. Donc le mois de janvier, clairement, c'est plus le dry January, c'est le... Faut savoir que le sevrage de l'alcool, c'est le seul sevrage qui est mortel. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. Ouais, ça je le répète souvent, que faut pas arrêter tout seul tout d'un coup chez soi, que c'est très dangereux. Donc c'est bien que vous le répétiez. Et puis en plus, une surconsommation comme ça sur une période très courte, c'est pas parce que derrière on va être abstinent un mois que les dégâts ils seront pas là, ils peuvent être là physiquement, parce qu'on peut être amené à faire n'importe quoi quand on est alcoolisé, et donc potentiellement c'est forcément dangereux de surconsommer vraiment à un moment donné, et on se met en danger, quoi. Ouais. Puis il faut... Ouais, excuse-moi. Non, je dis le problème, c'est pas toujours dans le produit aussi, c'est la relation que j'ai avec le produit. Et l'intérêt, j'allais dire, du coup. Voilà, parce que ça se rejoint un peu. Donc on voit bien que ça pose question, en tout cas ça peut alerter. Et puis souvent en addicto quand même, on retrouve une problématique du tout ou rien, des extrêmes. Combien de fois on a eu des gens qui nous disent de toute façon avec moi, c'est les extrêmes, c'est vraiment tout ou rien. On retrouve un peu ça, je trouve, dans cette question-là, parce que c'est aussi des fois le besoin de ressentir les choses, et puis après on se dit ah, c'est trop, donc on arrête tout. Ceci dit, je vais pas le dire parce que je sens que mon accent va pas être bon, mais cette idée de mois de janvier sans alcool, ça peut être quand même bien sans cette grosse cuite avant là. Ça permet aussi de se questionner sur la relation qu'on a tous à l'alcool, parce que tantôt on banalise, tantôt on dramatise, tantôt on en rigole justement parce qu'on peut être mal à l'aise avec ça, et de notre propre consommation aussi. C'est une bonne expérience à faire. Parce qu'au final, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de faire un mois complet sans consommer d'alcool. Même des gens qui disent ne pas avoir de problème avec l'alcool, c'est pas si simple que ça. Ouais. Si on demande à la population française d'essayer, je suis pas sûre qu'il y ait un pourcentage si élevé qui arrive à tenir un mois complet. Oui, ne serait-ce que suivre sa consommation, des fois ça permet de se rendre compte de l'ampleur du truc. J'ai une jeune fille que j'ai interrogée il y a pas longtemps qui disait qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une vraie problématique avec l'alcool, justement parce qu'elle voulait faire ce fameux mois de janvier, et qu'elle s'est dit je vais noter tout ce que je bois au mois de décembre, et elle s'est dit mais je bois tous les jours en fait. Mais elle s'en était jamais... Elle se rendait pas compte, quoi. Probablement qu'elle est minimisée. Voilà. Ou ça posait pas problème. Je veux dire, des fois, si on voit les copains très souvent, et ben, on a vite fait de prendre un verre. C'est ça. Après, c'est comme ça que se crée la dépendance, hein, généralement, parce que c'est très festif au départ, et puis ça pose pas de problème, et puis c'est tous les jours, et puis je suis avec les copains, et tout se passe bien, et puis c'est après c'est quand on se rend compte que les problèmes arrivent, parce qu'on voit tout ce qu'on a laissé derrière aussi. Donc. C'est ça. Et concernant le mois de janvier sans alcool. Personne n'ose le dire, que moi. Ce qui peut être dangereux aussi, c'est d'alterner les périodes de forte consommation et de non-consommation, parce qu'au-delà du sevrage qui peut être mortel, c'est qu'au niveau cognitif, c'est horrible, parce que l'alcool va avoir des atteintes cognitives à long terme, mais multiplier les sevrages, ça va aussi avoir de grosses conséquences cognitives. Donc, quelque part, vaut mieux essayer de consommer plutôt modérément. Quitte à diminuer progressivement. Voilà. Ouais. C'est que d'alterner des grosses consommations et des sevrages. Ça met le corps à rude épreuve, le cerveau. C'est... Non, mais vraiment, c'est... Ça, faut en parler. On parle souvent, quand on parle de syndrome de sevrage, souvent on pense aux héroïnomanes, cocaïnomanes, on se dit c'est hyper violent, mais l'alcool c'est aussi très très violent, et ça la plupart des gens
ne savent pas forcément. Alors peut-être que je sais pas si c'est un manque d'information. C'est vrai que dans les films, on voit pas quelqu'un qui fait un sevrage alcoolique, alors qu'on va voir il y a des films, Trainspotting par exemple, où ça parle d'héroïne, où on voit des sevrages physiquement très compliqués. Et en fait, l'alcool, c'est tout aussi dangereux, sauf qu'on n'a pas cette notion-là. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que dans les films, on voit beaucoup les clichés sur les drogues illicites, des clichés sur l'alcool, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une série qui a été vue des millions de fois, par exemple Desperate Housewives, tu vois des nanas qui boivent leur verre de vin tous les jours en rentrant, tranquille. Verre de vin de 1 voilà, litre. Voilà, c'est ça. Et en fait, on se rend pas compte de ces problématiques-là. Et en effet, jamais... on en parle un petit peu à un moment de l'une des personnages qui a une addiction à l'alcool, mais le sevrage, on n'en parle pas. Enfin, on montre pas à quel point ça peut être violent, et donc c'est important de... Je pense qu'on n'a pas conscience. Je pense que moi, la première, quand je suis arrivée jeune infirmière sur l'hôpital, j'ai bossé dans un service de gastro, où il y avait des patients que j'ai vu mourir de sevrage. Hein. Et moi, pourtant, j'étais infirmière, j'avais fait mes études, et je pensais même pas que c'était possible, en fait. Donc je pense que pour la plupart des gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'hôpital, ou qui n'ont jamais mis un pied dans un service où il y a des patients qui ont des problèmes avec l'alcool, je pense qu'on ne se rend pas compte que ça peut être quelque chose de mortel. C'est ça. De faire un sevrage sans être médicalisé. C'est ça. Et donc c'est intéressant qu'on ait réabordé ce point avec vous, de dire aux personnes que c'est important de se faire accompagner au moins à ce moment-là. C'est même nécessaire. Là, c'est une question de danger de mort en fait. Hein. Je pense que c'est compliqué parce que les personnes se sentent très coupables, peuvent avoir honte, mais il faut quand même qu'ils se disent que c'est pour eux qu'il y a un vrai risque. Oui, c'est vrai. Alors forcément, on a beaucoup parlé d'alcool parce que c'est quelque chose qu'on voit, j'allais dire régulièrement, mais en fait tout le temps dans les fêtes de famille. Mais qu'en est-il des autres substances? Alors il y a le tabac forcément, mais alors après je ne sais pas si vous êtes un petit peu concerné dans votre activité par le tabac et toutes les autres substances addictives, même les drogues illégales et les médicaments, etc. Est-ce qu'il y a un risque accru de reconsommation? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on se rend compte que comme l'alcool, c'est un moment difficile aussi dans ces moments-là? Oui, alors c'est vrai que la question culturelle se pose peut-être un peu moins, quand même pour le tabac quand même, mais c'est vrai que des fois, je dirais que j'en veux beaucoup aux tontons et aux tatas, mais je disais toujours, si on était un pays producteur de coca, peut-être que tonton Roger nous proposerait une petite trace de cocaïne, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence-là avec l'alcool qui est un peu plus bien vue. Après, il y a cet autre facteur dont on parlait, du facteur émotionnel intense, de la pression que peuvent représenter les fêtes, donc qui peuvent générer des envies, non pas liées à la vision ou l'odeur du produit, mais ça peut être en lien avec cette émotion, le fait de savoir que je vais aller là, que je vais être stressée, que je vais revoir du monde que j'ai pas vu depuis longtemps, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis voilà, tout ce petit chamboulement émotionnel peut entraîner en fait des envies, parce qu'en fait ça entraîne une envie de réponse et de bien-être en fait, qui mon cerveau a enregistré qu'il pouvait être soulagé instantanément par la prise d'un produit. Peu importe le produit, le mécanisme est le même, que ce soit pour la cigarette, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour les drogues plus dures. C'est vrai qu'on parle toujours de l'héroïne en diabolisant, alors que sur tous les plans, au final, on voit que l'alcool quand même caracole en tête. Et voilà, le processus reste le même. Donc bien sûr que des envies et des risques de reconsommation, voire des risques de rechute dans le gens peuvent arriver dans ces moments de pression et d'émotions intenses. Nous, on ne travaille pas sur l'addiction au tabac vraiment en soi, mais par contre, on travaille quand même là-dessus parce que souvent, c'est associé à l'alcool, en fait. Alcool-tabac, c'est associé, et souvent, on est habitué à fumer parce qu'on boit de l'alcool, et donc on essaye, quand nos patients viennent, on essaye au moins qu'ils diminuent, voir s'ils ont envie d'essayer de diminuer le tabac. Et souvent, ils commencent par nous dire bah oui, mais moi j'arrête l'alcool, je vais pas en plus arrêter le tabac. Et on leur explique que souvent c'est associé et que en fait, fumer, ça peut leur donner envie de boire, parce que le cerveau il associe les deux substances. C'est comme le café avec le tabac, c'est ce qu'on dit souvent.
Et donc le cerveau peut associer comme ça plusieurs produits et Un produit peut créer un stimuli pour l'autre, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que c'est plus facile au final d'arrêter en même temps parce que, oui, en effet, l'un peut entraîner l'autre. Après, clairement, si quelqu'un dit « moi, je ne suis pas prêt parce que ça fait trop », il est prêt et ça fait trop. Ouais. Mais oui, il y a des études qui montrent que c'est plus facile parce qu'on associe et que ça... Voilà, on est encore une fois, on est dans un changement au niveau des habitudes, du comportement. Donc, c'est quelque chose de général. C'est pas juste « tiens, je cible un produit ». Je cible mes habitudes de vie. Donc, c'est l'occasion d'arrêter. Après, si on se sent pas prêt, il faut savoir s'écouter aussi. Après, concernant le tabac, ça peut être très compliqué parce que des fois, les gens fument encore à l'intérieur. C'est en famille, quand il y en a plusieurs membres qui fument, et ça, du coup, pour l'avoir vécu, c'est horrible. Non, mais c'est vrai parce que... Mais par contre, si tu refuses, on te proposera jamais une cigarette si tu fumes pas. Et on te dira jamais « oh bah t'es pas fun, tu fumes pas ». Donc c'est vrai qu'avec le tabac, c'est quand même plus facile si tu fumes pas. Au contraire, on va te dire « ah bah c'est bien, t'as arrêté de fumer ». Alors que si tu dis « j'ai arrêté de boire », ça pose question. Ça après ça dépend parce que du coup, si tu te retrouves en soirée, que ça fait pas longtemps que t'as arrêté de fumer, que les gens le savent pas, ils vont te la proposer automatiquement. Oui. Et ça arrivait plein de fois ça. Et le truc c'est vraiment d'en parler, ça va être toujours les mêmes réponses, mais la communication ça va être assez clé. Puis éviter de fumer à l'intérieur aussi, et puis oui, je pense que quand on est nombreux, alors peut-être pas avec les copains parce qu'on va peut-être moins faire attention, mais je pense qu'on peut facilement dire ah ben non, chez moi on fume pas, on fume dehors, et du coup c'est plus facile de... Enfin, si tout le monde fume dehors, évitez de vous absenter tous en même temps. C'est des contre-soirées. Ça peut être assez difficile pour la personne qui reste tout seul, assis à table, avec les enfants et son verre Reine des Neiges, bien que douché et tatoué. Ça va rester ça. Je pense. Et du coup, il y a aussi autre chose pour les drogues un peu plus illégales, surtout quand on est en famille. Je pense qu'il y a aussi un tabou supplémentaire. Autant l'alcool, c'est limite plus facile de parler de l'alcool à sa grand-mère par exemple que de dire à mamie j'ai envie de taper une trace dans les toilettes, quoi. Non mais c'est vrai. Mamie peut être très ouverte sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a la question culturelle qui revient. Clairement. Et Tonton Roger ne propose pas de trace, il propose un verre de vin, de cidre, et en nous assurant que c'est peu d'alcool au final, mais il propose pas autre chose. Il va même te dire que c'est bon pour la santé. Et voilà, exactement. Et dans ces cas-là, c'est un peu la même réponse qu'on avait donnée tout à l'heure, c'est de se mettre à côté de quelqu'un qui est au courant, qui est aidant et qui pourra voir entre guillemets même les signes quand on commence à s'agiter ou qu'on commence à devenir un peu impatient, des choses comme ça, qui peut être soutenant. Puis des fois, ça suffit de rien, ça peut être juste un petit geste ou une parole, engager la conversation, parce qu'on sait que ça peut être... Changer les idées, quoi. Voilà. Oui, puisque en plus les drogues illicites, il y a tout un tas de clichés qui tournent autour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que la représentation qu'on peut en avoir, soit par la musique, enfin en tout cas par le monde de la culture au sens large, est quand même un peu... ça représente pas forcément la réalité, donc c'est vrai que dans les familles c'est encore plus difficile, je pense, d'aborder ces sujets-là. Alors mon avant-dernière question, elle est un peu plus large et elle va peut-être sortir un peu de votre cadre, parce que c'est plus sociétal. Comment on pourrait envisager justement ces fêtes de fin d'année différemment ? Comment on pourrait envisager en fait ces repas de famille au sens large, ces moments de réunion sociale avec un rapport à l'alcool un peu différent ? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, tout à l'heure, je pensais à ça quand on évoquait le fameux janvier sans alcool. Et je me disais, ça serait intéressant, l'entourage, d'expérimenter déjà. Faites une soirée sans alcool, voir ce que ça donne. Est-ce que vous vous sentiriez aussi à l'aise ? Est-ce que aussi rigolo ? Aussi leste sur une piste de danse ? Donc, c'est passer de l'autre côté du miroir et se dire un peu, tiens, oui, en effet, c'est peut-être pas super évident parce que il y a le côté désinhibant de l'alcool qui aide en fait de famille. Et du coup, ça peut être... Je me dis que je pense que ça peut être une bonne expérience de tenter ça, une soirée sans alcool, pour voir un peu les réactions que ça fait sur nous-mêmes. Déjà, et de se dire, oui, peut-être que
ça peut faire bizarre à l'autre à côté de moi. Là. Ils ne sont peut-être pas totalement dans la fête, en effet. Ouais. Puis ça peut être fait aussi de manière un petit peu légère, dans le sens où, sans en faire un truc un peu une fatalité, bon, ce soir on boit pas, on se regarde, on fait tous la gueule, quoi. On peut en blaguer, sur le sujet. Et puis ça peut être l'occasion, par exemple, de dire ce soir on va faire un jeu de société un peu compliqué, et donc il demande d'être bien attentif. Ouais. Et donc c'est plus facile si on n'a pas oui, plusieurs verres. Voilà. Et donc ça peut être intéressant du coup de faire un autre type de soirée, c'est-à-dire en profiter pour faire pour une autre ambiance, et au final on peut passer une très bonne soirée. C'est ça. Et puis ça peut être, je sais pas moi, il existe aussi plein de cocktails sans alcool avec des noms tout aussi rigolos, assez bons, et puis certains d'autres mauvais, mais c'est l'occasion d'expérimenter aussi, de faire quelque chose ensemble, et puis de créer autre chose. Aussi, c'est vrai qu'après, bon, c'est sûr que on s'est construit un peu autour de ça, mais on peut aussi imaginer les choses différemment, en effet. Je pense qu'il y a une question d'habitude. Peut-être que les 2-3 premières soirées, ça va nous sembler un peu bizarre. Et puis si on continue à passer des soirées comme ça, je pense qu'il y a cette notion d'habitude. Comme on a pris l'habitude de faire des soirées en consommant à chaque fois quelque chose, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer une soirée sans rien consommer, c'est réapprendre à profiter aussi, mais différemment. Mais ça change les habitudes, hein. C'est possible aussi qu'on arrivera aux soirées un petit peu plus tôt. Bon, on peut pas arriver à 17h non plus, mais en tout cas, on viendra de bonne heure pour profiter de la soirée. On partira un petit peu plus tôt parce qu'en effet, des fois, les discussions de fin de soirée, c'est pas qu'on est plus drôle, hein. C'est pas du intéressant. Tout. Parce que je pense que si on se réécoutait le lendemain et pour en avoir discuté avec plein de personnes, on dit oui, mes discours étaient vraiment ridicules. Donc, mais au moins, les autres nous paraissent pas très intéressants, quoi. Faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là qui sont en train d'accepter le fait qu'ils ne boiront plus jamais une goutte d'alcool. Ouais. Alors que moi, on me dit ça, clairement, je le vis mal. Hein. Moi, on me dit tu prends plus jamais l'apéro avec tes potes ou quoi que ce soit. Ça sera aussi compliqué pour moi de l'accepter parce que, évidemment, j'en fais plein des soirées où je bois pas, où je suis en famille parce qu'on va faire des jeux, comme on disait tout à l'heure. Mais il y a d'autres fois où je suis un peu dans l'ambiance, je veux faire la fête. Évidemment que l'alcool ça aide, faut pas se leurrer. C'est vrai, ça aide un petit peu. Mais il faut juste réapprendre à le faire, à réussir à le faire autrement. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier que, effectivement, c'est un cap à passer, mais on peut le passer. Ouais. Oui, en addicto, de toute manière, la question de l'acceptation, elle est primordiale. Moi, je pense souvent à l'image d'un deuil. Hein. C'est aussi, j'appelle ça le deuil de la réponse immédiate. Et donc ça passe par toutes les émotions qui peuvent se retrouver dans un deuil. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'en vouloir à la terre entière. Pourquoi moi et pas le voisin d'à côté? Pourquoi? Donc c'est normal, et il y a ces différentes phases. Et puis il y a aussi à la fin la phase d'acceptation, et c'est pas évident, comme tu le dis. Et puis suite à ça, il y a ce constat qu'en effet c'est reprendre de nouvelles habitudes. C'est différent, c'est pas pareil. Mais ça n'empêche pas de rire, ça n'empêche pas d'être le bout en train. Là, pour reprendre l'exemple du début où je parlais du monsieur qui avait l'impression qu'il ne pourrait pas être bout en train s'il ne buvait pas, s'il ne pouvait pas être le rigolo de la famille. Donc on peut être bout en train, on peut aborder des gens sans produit. On peut, c'est aussi y croire aussi un petit peu en ces ressources qui nous sont propres et qu'on avait peut-être plus l'habitude de solliciter aussi. Ouais. Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps pour voir les bénéfices, parce que c'est pas en faisant 2 soirées sans boire qu'on va avoir les bénéfices. On va se dire juste je me suis ennuyée, voilà. J'étais pas dedans. Mais si on continue, qu'on persiste et qu'au final on ne boit plus et que ça nous permet de retrouver des choses qu'on avait perdues, la plupart des gens qui retrouvent qui retrouvent parfois un travail, qui retrouvent une vie sociale, qui font du sport, ils voient les bénéfices, et donc après ils ont la balance et ils voient bien qu'effectivement il y a une grosse différence, et donc c'est moins difficile d'accepter de ne plus boire. C'est ça. Oui, puis l'idée c'est pas forcément de diaboliser l'alcool, et c'est vraiment pas l'objectif de ce podcast, mais c'est de dire que de temps en temps il y a pas de mal, et c'est pas parce qu'on n'a pas consommé dans une soirée qu'on va passer un mauvais moment, et que pour le coup faut pas voir ça de manière insurmontable, ou en c'est tout pas une cas, punition. Voilà, il faut pas non plus essayer de se cacher derrière cet aspect social où c'est important et que ça fait partie de notre culture de consommer. On peut tout à fait passer un Noël sans boire sans que tout le monde se dise
Qu'est-ce qu'il t'a chié ce Noël cette année, quoi. C'est clair. De toute façon, c'est 2020, ce sera forcément... Voilà. Et je parlais tout à l'heure des sorties qu'on peut faire, et notamment, je disais qu'on avait accompagné des personnes à des concerts, des soirées, des choses, des événements festifs. Avant tout ça. Oui, c'était avant, mais du coup, c'était sans alcool. Et mais alors, voilà, on a eu des fous rires avec les gens. La dernière sortie en date déjà. La dernière sortie en date, qui n'était pas si lointaine, et en effet, un genre de soirée énigme, hein, et sans alcool. Et on a rigolé beaucoup. Du coup, peut-être moi je rigole tellement, des fois j'ai l'impression que tout le monde rigole autour de moi. Mais vraiment, et vraiment les retours à chaque fois que j'ai eu, c'est que ça fait du bien de voir qu'en fait on peut faire la fête aussi sans produit, et que ouais, c'est un peu différent, il y a toutes les appréhensions, mais en fait on rigole et on s'éclate, Oui. on passe un bon moment. Et on se souvient de sa soirée. Et on se souvient de sa soirée. En Et au plus. final, on prend du plaisir aussi. Et ça, c'est la notion de plaisir. Je trouve que c'est important à aborder, parce qu'à la fin, bien avoir en tête que la dépendance, il n'y a plus de plaisir. Ok, alors avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil à donner Comment vous concluriez cet entretien ? Moi, j'aime bien travailler avec la connaissance qu'on a de soi, de ce qui peut nous faire du bien, de ce qui peut nous faire plaisir, comme je disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment très important de se connaître, de savoir ce qui nous met des freins, de connaître ses faiblesses, ses points forts aussi. Et d'apprendre à aller de l'avant, à positiver, à se dire qu'on va y arriver, que c'est pas la fin du monde, qu'il y a plein de façons, plein de choses encore à voir. Si on a 60 ans, c'est pas parce qu'on arrête l'alcool à 60 ans ou qu'on doit redémarrer une vie que c'est la fin en soi. Ou si on a 20 ans, c'est pas parce qu'on va plus pouvoir se réalcooliser tout le reste de notre vie que ça va impacter vraiment le bien-être. C'est aller de l'avant, et puis voilà, positiver, parce que c'est une maladie, il faut vivre avec, et il y a plein de gens qui arrivent à vivre sans alcool ou sans produit, et que la vie est belle quand même sans ça. J'ai pas envie de tomber dans le truc de bisounours, mais non, mais c'est... J'ai la larme à l'œil. Mais c'est qu'on peut y arriver, et il faut se donner les moyens, et les moyens, c'est d'apprendre à se connaître, et puis d'en parler, de pas rompre les soins, surtout, et puis voilà. Le simple fait de faire la démarche, de toute façon, c'est, je ne vais pas dire la moitié du travail accompli, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est déjà énorme de passer le stade du déni, de l'acceptation, d'accepter de se faire suivre, etc. Donc c'est déjà, quand on fait la démarche, on a tout compris, quoi. Ouais. Après, bon, il y a du boulot, hein, mais c'est déjà énorme. Puis on a tous aussi nos problèmes. On a tous des moments où on est bien, des moments où on a le cafard, des moments où ça va pas, et puis C'est voilà. pas pour autant qu'on retombe au fond du trou. Ouais, c'est ça. Et puis c'est important de se dire, comme le disait Florence, que le but en soi, il est différent sur les personnes. Certains vont dire j'ai envie de bien-être, de bonheur, voilà, moi non plus je veux pas tomber dans des bisounours. Et il faut bien avoir en tête que l'abstinence, c'est qu'un moyen pour aller vers tout ça, donc se raccrocher à nos objectifs. Qu'est-ce que je veux pour moi ? C'est quoi mes objectifs de vie ? C'est pas l'abstinence. L'abstinence, c'est le moyen pour y arriver. Et donc ensuite, forcément, il va falloir que je mette en place des stratégies d'anticipation, de communication, les phrases dont on parlait tout à l'heure, toutes les astuces qu'on peut mettre en place et qui vont marcher peut-être pour moi, qui ne marcheront pas pour le voisin, mais qui en tout cas peuvent m'aider. Donc c'est tout ce qui peut me faire un petit peu de bien, et qui, cumulé, en effet, ça n'aura peut-être pas l'effet aussi immédiat que pouvait l'avoir le produit, mais sur le long terme, ça a un impact. Et puis essayer des fois de lâcher un peu prise et de pouvoir communiquer autour de ça aussi. Je voulais particulièrement remercier Antoine, Marine et Florence d'avoir accepté de participer à cet épisode et de s'être rendus disponibles sur leur temps personnel à la dernière minute pour me permettre de vous proposer ce format. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Cette fois, je vous retrouve vraiment le 7 janvier pour un nouvel épisode.
Je vous souhaite le plus joyeux des Noëls, prenez bien soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.